Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer une approche qui a été énormément utilisée au cours des 40 ou 50 dernières années pour comprendre les phénomènes critiques et dans le cadre de la renormalisation, qui est la façon dont on arrive à faire une théorie de perturbation autour d'une dimension critique qui est la dimension critique supérieure. Alors, ça s'appelle le développement en epsilon, et il y a beaucoup d'experts, dont j'en reconnais un dans la salle. Et donc, je vais prendre comme exemple les polymères, pour commencer, et puis après, en espérant que je ne traîne pas trop sur cette question des polymères, je vais essayer de parler de la théorie Phi4 et du critère de Harris, qui en fait tous sont des façons assez proches de regarder un système. Alors, le critère de Harris, ça a à voir avec comment un système change ses propriétés à la transition quand on met des impuretés. Et la théorie de Phi4, c'est plutôt une théorie de magnétisme. Mais ici, je vais essentiellement discuter le cas d'un polymère en solution. Donc un polymère en solution, une seule molécule. On imagine qu'on a une très grande molécule, très longue, de longueur L. Et donc, essentiellement, il y a N atomes de carbone le long de cette molécule. Ça peut être par exemple une molécule d'ADN ou des molécules qui apparaissent dans des gels, dans des plastiques, etc. Enfin, il y a toutes sortes de systèmes qui sont formés de polymères. Et les gens, par exemple, font des expériences de diffusion de la lumière, ou bien vous pouvez aussi faire des simulations numériques. Et une des premières choses que les gens arrivent à mesurer ou à essayer d'estimer, c'est la taille de cette pelote. Cette pelote est en solution, elle a une certaine taille, et cette taille, R, donc une façon de définir cette taille, c'est par exemple de mesurer la distance entre le début de la chaîne et la fin de la chaîne. Donc je vais prendre ça comme définition de la taille, mais on pourrait prendre d'autres définitions qui seraient un peu plus globales. Et donc cette distance R va augmenter comme le nombre de maillons de la chaîne avec une certaine puissance nu. Et donc, une des premières quantités qu'on veut essayer de comprendre, c'est comment cet exposant nu varie avec la... Enfin, quel est cet exposant nu? Est-ce qu'il est universel? Comment la taille de la pelote augmente avec la longueur de la chaîne? Alors, le modèle le plus simple, c'est une marche aléatoire. Donc, ça, c'est le modèle le plus simple. Ça consiste à prendre, on peut le faire dans le continu ou sur un réseau. Ici, je vais plutôt penser à un problème sur réseau. On va considérer que la chaîne est formée de morceaux. Alors, d'abord, on va repérer la chaîne. Bon, si on le fait sur le réseau dans le continu, en fait, à ce stade-là, c'est pareil. Donc, on va avoir les positions du premier atome de la chaîne, du deuxième, etc., jusqu'au point R, L. Et de supposer qu'on prend une marche aléatoire, eh bien, ça revient à dire que les RI plus 1 moins RI sont des variables indépendantes non corrélées. Alors, donc si j'appelle ça SI, bien, la distance entre le dernier maillon et le point de départ, ça va être une somme de variables aléatoires indépendantes. Et donc, on sait calculer tout ce qu'on veut là-dessus. Par exemple, on va trouver que cette distance, un grand R au carré, si je moyenne, ça va être n fois a carré. Je peux calculer les moments successifs. Par exemple, je peux calculer R carré, tout ça c'est des R carré au carré divisé par R carré au carré. Donc ça va me donner un peu une idée de la forme de l'objet. C'est le quatrième moment de la distance divisé par le deuxième moment de la distance. Et si vous faites ce calcul, vous trouvez que ça vaut 1, j'écris ce que ça vaut précisément, plus B4
moins A4, 1 plus 2 sur D, sur L, où A2, c'est somme sur R de P de R, R carré. Donc là, j'ai une marche avec une probabilité P, pardon, ce serait mieux de dire S ici. Donc chaque maillon a une probabilité P de S pour le vecteur de chaque maillon, et B4, c'est somme sur S, pardon, de P de S fois S carré, le tout carré. Donc ça, c'est juste ajouter une somme de variables aléatoires indépendantes, et voilà ce à quoi on arrive. Alors vous reconnaissez par exemple que si la dimension de l'espace D, c'est la dimension dans laquelle se trouve cette chaîne, si la dimension de l'espace est 1, on retrouve 3 ici, qui est le quatrième moment d'une gaussienne divisé par le carré du deuxième moment qui vaut 3. Mais si vous êtes en dimension D, eh bien, le rapport ici ne vaut pas 3, mais vaut 1 plus 2 sur D. Et ça, quand L devient grand, cette partie disparaît. Alors vous voyez que, enfin, on reconnaît, bien sûr, ce qui est bien connu, c'est que finalement, le quatrième moment ne va pas jouer de rôle dans la forme de l'objet quand L devient grand, la dépendance en B disparaît. Donc il y a un côté universel dans ce calcul. On peut faire de la même façon, calculer le moment plus haut, sans difficulté, hein, R2 au cube divisé par R carré au cube, ça vaut 1 plus 2 sur D, 1 plus 4 sur D. Et tout ça, ce n'est que des intégrales gaussiennes quand L devient grand, donc ça me donne une forme. On voit une forme d'universalité finalement. La seule, si au départ j'avais une distribution de longueur de pas, enfin cette distribution de vecteurs était quelconque, finalement, pour L grand, j'observe quelque chose qui ne dépend plus du tout des détails de la distribution. Donc ça, c'est le modèle le plus simple. Alors, la réalité n'est pas celle-là, et la réalité est la suivante. Si on prend un modèle de chaîne un peu plus réaliste, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a un effet de volume exclu. Cet effet de volume exclu me dit simplement la chose suivante, c'est que la chaîne, eh bien, elle est formée d'atomes qui vont se repousser, et donc ça ne va pas être possible pour la chaîne de revenir sur ses pas, comme le fait une marche aléatoire. Une marche aléatoire, rien ne l'empêche de repasser plusieurs fois au même endroit. Si vous avez des atomes de carbone, ils vont avoir du mal à revenir au même endroit. Et donc, dans la réalité, il y a cet effet de volume exclu qui empêche les croisements, ou qui défavorise les croisements. Et donc, si on fait, par exemple, des simulations, si on fait des mesures, ce qui est peut-être plus difficile de faire des mesures précises, eh bien, ce que l'on observe, c'est que le R carré, en général, il se comporte en L puissance 2 nu, et que ce nu, eh bien, il vaut 1,5 si la dimension de l'espace est plus grande que 4, mais il vaut quelque chose qui dépend de la dimension si la dimension est plus petite que 4. Donc, si la dimension est égale à 3, eh bien le nu, il vaut à peu près 0,59. Les gens se sont beaucoup essayé de prédire ce nombre avec pas mal de précision, mais il est notoirement différent de 1,5. Si la dimension est égale à 2, le nu, il vaut 3/4. Alors bon, c'est pas trivial de savoir pourquoi ça vaut 3/4. Par contre, ce qui est évident, c'est que si la dimension de l'espace est égale à 1, nu vaut 1, parce que si une chaîne ne peut pas se recouper, eh bien, elle est obligée d'aller tout droit, elle ne peut jamais revenir sur ses pas. Donc s'il y a L maillons, eh bien, la distance bout à bout va être L. Bon, alors, une des questions qui se posent, c'est déjà pourquoi il y a cette dimension 4, pourquoi la dimension de 4 est spéciale dans ce problème, et en fait elle est spéciale dans beaucoup d'autres problèmes, comme justement, on verra si j'en ai le temps, la théorie Φ4 tout à l'heure. Bon,
Par ailleurs, on peut se dire qu'est-ce qui se passe si on est exactement en dimension 4. Donc on prend une marche sur un réseau en dimension 4, en dimension d'espace 4, et le résultat, c'est que R carré se comporte pour L grand en L fois log L à la puissance 1/8. Donc, est-ce qu'on peut comprendre cette dimension 4 ? Est-ce qu'on peut comprendre ce logarithme ? Et est-ce qu'on peut comprendre aussi quelque chose donc, qui a eu énormément de développement dans les années 70-80 ? C'est que les gens se sont dit, bon, puisqu'en dimension 4 ou au-dessus on comprend, est-ce qu'on pourrait pas faire une théorie de perturbation en considérant la dimension comme quelque chose de continu, c'est-à-dire essayer de se placer tout près de la dimension 4 pour essayer de développer autour de cette dimension 4. Alors bon, c'est peut-être un peu difficile à imaginer, mais vous allez voir que la dimension apparaît de manière comme un paramètre continu dans les calculs, et donc ce n'est pas du tout un problème de se poser la question quand on est dans une dimension proche de 4. Et donc, en dimension proche de 4, eh bien, nu vaut 1 plus R carré, selon mes notes, vaut L puissance 1 plus epsilon sur 8. Donc il y a un coefficient qui peut se développer, bon, peu importe la valeur précise, mais il y a une théorie de perturbation qui peut se faire. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment apparaît cette dimension 4, comment on peut essayer de mettre en œuvre cette théorie de perturbation, et du même coup, comment on peut aussi prédire ces comportements logarithmiques quand on est dans ces dimensions critiques. Alors, pour ça, il faut prendre un modèle, et un des modèles qui a été le plus étudié. Et donc, là, je vais essayer de faire une présentation. Il y a pas mal de façons d'aborder ce problème. Et ici, je vais essayer de faire une présentation qui a été en particulier initiée par Descloiseau à Saclay, et Bertrand, qui est dans la salle, l'a beaucoup utilisé et développé. Donc, j'espère qu'il ne va pas voir que je dis trop de choses incorrectes. Donc, le modèle que les gens vont considérer, c'est de considérer une marche aléatoire. Alors ici, je vais, pour simplifier, éviter les difficultés qui ont à voir avec le fait d'être dans le continu. Je considère une marche sur un réseau. Par exemple, vous prenez un réseau carré ou cubique, et les objets que je considère, c'est des marches qui peuvent se recouper autant de fois qu'on veut. Donc c'est une marche de n pas sur un réseau régulier, une marche de L pas sur un réseau régulier. Et cette marche, à chacune de ces marches, je vais associer une énergie qui est le nombre de fois où elle se coupe. Donc ça va être l'énergie d'une marche. Donc une marche, c'est donné par les positions R0, R1, etc., RL. Ça, c'est une marche. Et l'énergie d'une marche, je vais le prendre, alors je ne vais pas m'écarter de mes notations. L'énergie d'une marche, bon, comme dans tout ça, il va y avoir des poids de Boltzmann, en fait, je vais directement définir l'énergie d'une marche divisée par kBt. C'est égal à U, somme sur I plus petit que J, de delta de RI et RJ. Donc ça, c'est de dire, chaque fois que le monomère I et le monomère J se trouvent au même endroit, eh bien, il y a une contribution à l'énergie qui est U. Et ça, c'est ce qu'on appelle, bon, c'est la version sur réseau de ce qu'on appelle le modèle d'Edwards. Et donc, si je veux, a priori, le problème de mécanique statistique auquel je suis confronté, c'est de dire, voilà, je voudrais calculer R carré
ou R4 ou n'importe quelle quantité, mettons que je veuille calculer la valeur moyenne de R carré, eh bien ça va être en bas somme sur toutes les marches. Alors, on peut fixer le point de départ, on va prendre R0 égale 0, parce que de toute façon il y a une invariance par translation, donc je fais somme sur toutes les marches de E puissance moins U somme sur I voisin de J, somme sur la paire IJ, RI, RJ. Donc ça, il va y avoir une énergie chaque fois que la marche se recoupe. Et en haut, bien, ça va être somme sur W de RL moins R0 carré fois E puissance moins U, la même chose, I, J de delta de RI, RJ. Bon, et si je voulais calculer R4, je mettrais R4, R6, R6. Je peux recalculer d'autres propriétés de cette chaîne, je ne sais pas, le rayon de gyration, toutes sortes de quantités. Chaque fois, je vais moyenner avec cette énergie. Alors, bon, ce calcul, bien sûr, si on savait le faire, on connaîtrait tous les exposants, etc. Donc, en fait, on ne sait pas le faire, mais on peut déjà essayer de voir à quoi ça ressemble quand L n'est pas trop grand. Quand L n'est pas trop grand, je peux, par exemple, énumérer les marches, toutes les marches de longueur L. Et si j'essaye d'énumérer ces marches, c'est ce que j'avais fait, j'avais même distribué une courbe là-dessus, mais je vous dis ce qui se passe. Donc vous énumérez toutes les marches jusqu'à une longueur 10 ou 20. Vous pouvez le faire à une dimension, à 2 dimensions. Et ce que vous allez observer, c'est la chose suivante. C'est que si vous vous intéressez à ce R2 au carré, donc ce R4 divisé par R2 carré, ou d'autres quantités, ça pourrait être R6 divisé par R2 cube, ou une quantité qui va me décrire un peu la forme de cet objet, eh bien, si je le dessine en fonction de ce E puissance moins U, donc ici je vais dessiner E puissance moins U, ici ça vaut 1, ici ça vaut 0, donc quand ça vaut 1, ça veut dire que finalement cette énergie n'a aucune importance, donc ici c'est la marche aléatoire, le random walk, et puis si ça vaut 0, ici c'est la marche auto-évitante, c'est-à-dire que dès qu'il y a une intersection, le résultat vaut 0. Alors bon, la marche aléatoire, c'est facile. Enfin, c'est facile, il suffit de calculer les moyennes de somme de variables indépendantes. Donc ça, c'est facile. Et le nombre qu'on trouve ici, ça va être 1 plus 2 sur d. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si j'ai une marche aléatoire, ça vaut 1 plus 2 sur d si on est en dimension d. Et en fait, si je dessine ce qui se passe pour une certaine taille, j'observe quelque chose comme ça, pour une certaine taille L. Donc j'imagine que j'ai simplement énuméré toutes les marches jusqu'à une longueur 10, par exemple. Bon, avec un ordinateur, ça ne pose pas de problème. Après, si on veut aller beaucoup plus loin, ça demande plus de travail. Donc si pour une certaine taille, je représente cette courbe, j'obtiens ceci. Et puis, si j'essaye de prendre une taille plus grande, j'observe quelque chose qui ressemble à ça. Et essentiellement, l'idée, c'est que plus la taille est grande, plus la courbe ici a l'air d'être constante, et plus la pente à l'origine devient grande. Ce qui m'intéresserait, c'est de dire, voilà, je mets une certaine énergie, par exemple, E puissance moins U égale 0, je voudrais connaître cette valeur. Et en fait, ce que me montre ce genre de figure, c'est que en fait, la valeur que j'observerai pour E puissance moins U égale 0, essentiellement, c'est la même. C'est la même. Donc ça, c'est une forme d'universalité. C'est la même que si j'avais E puissance moins U égale 1,5. Donc, essentiellement, quelle que soit l'énergie que j'ai mise, si... tout ça, ça devrait être... si la taille est assez grande, eh bien, j'observe quelque chose qui ne dépend plus de la taille, qui ne dépend plus de l'énergie que j'ai mise. Donc, il y a un côté universel ici. J'aimerais bien être capable de calculer cette propriété, ce nombre universel qui va me dire quand la taille du système devient très grand,
à quoi ça ressemble. Malheureusement, ce que je sais faire, c'est ici. Je sais calculer les propriétés d'une marche aléatoire. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un développement de ça. Alors, si je fais un développement de ça, vous voyez que, enfin, vous pouvez me croire, mais vous pouvez essayer vous-même, c'est que plus la taille est grande, plus ici c'est pentu, et en fait, ce qu'on va voir dans le calcul, c'est que toutes les quantités qui peuvent m'intéresser, eh bien, elles vont se développer de la manière suivante. Donc, les quantités comme R4, j'ai écrit R4, en fait, il vaudrait mieux écrire R carré au carré, parce que la puissance quatrième d'un vecteur, ça n'a pas forcément un sens très bien défini. Bon, donc je peux calculer ce quatrième moment divisé par le deuxième moment de la distance entre les deux bouts, hein, mais je pourrais calculer le sixième moment, etc. Donc, le cube sur R carré au cube, eh bien ça, en fait, ça va avoir une forme de ce genre, une certaine fonction que j'appelle F4 de 1 moins e puissance moins u fois quelque chose qui dépend de la longueur. Donc plus la longueur est grande, plus c'est pentu. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que ça dépend de la longueur de la manière suivante, 2 moins d sur 2, où la dimension de l'espace, c'est d. Et de la même façon, ici, c'est F4, qui est 1 moins e puissance moins u, L puissance 2 moins d sur 2. Et je pourrais calculer les autres moments, je peux essayer d'imaginer, de regarder d'autres moments. Et donc, la forme de ces courbes ici est donnée par une fonction d'échelle de ce genre. Et ce qui m'intéresse, c'est quand l'argument est grand, c'est-à-dire ce que je voudrais, c'est plutôt f de l'infini. Et en fait, ce que je sais faire, ça c'est ce que je voudrais connaître. F4, par exemple, ou F6 de l'infini, c'est-à-dire je voudrais une chaîne très grande, mais en fait, ce que je sais faire, simplement développer F autour de 0. Et l'idée de la renormalisation va permettre, à partir du développement de f autour de x égale 0, d'essayer de prédire cette chose-là. Et ça ne va pas être possible tout le temps, ça va être possible simplement si la dimension va être proche de 4. Donc ça, c'est un peu ce qu'on observe. Juste un commentaire, c'est par exemple cette courbe. Bon, la forme asymptotique ici, quand on est en dimension 2, j'avais fait passer une courbe, ça vaut à peu près 1,4 si je suis en dimension 2, alors que le nombre ici est 2. Si on est en dimension 1, le nombre ici est 3, et là, ça voudrait 1, simplement. Donc c'est une courbe qui va de 2 à 1 en étant de plus en plus pentue. Le 1, c'est simplement qu'à une dimension, si vous avez l'effet de volume exclu, c'est complètement allongé. Donc R2, ça vaut L2, et R4, ça vaut L4. Donc, et donc vous avez ces courbes. Alors, dans ce que je dis ici, il y a cette forme d'échelle, mais vous voyez que si la dimension de l'espace est plus grande que 4, ici, ça fait 1 moins e puissance moins u, L puissance négative. Et donc, on va rester près de f de 0. Donc, si la dimension est plus grande que 4, on va voir, en fait, que la marche aléatoire sans interaction, c'est le bon modèle. Alors, ce que je vais essayer, c'est déjà de justifier un peu ces expressions et de voir comment on peut les calculer pour ce problème de polymère. Alors,
que je vais faire, c'est ce que les physiciens font d'habitude, c'est-à-dire je vais supposer que U est petit, donc je vais essayer de faire un développement perturbatif de cette expression qui est là. Alors pour le faire, j'ai besoin, donc là, ça veut dire je prends des marches, si U valait 0, ça serait toutes les marches aléatoires, sans aucun poids, et maintenant il y a U, et le U, je vais considérer qu'il est tout petit. J'ai le droit de considérer qu'il est tout petit, moi si la taille de ma chaîne est finie, eh bien je peux faire un développement en puissance de U. Alors comment je m'y prends ? Alors pour ça, j'ai besoin de deux propriétés faciles des marches sans interaction. Donc d'une marche aléatoire sur un réseau, je vais considérer que je suis sur un réseau en dimension D. Ce que j'ai en tête, c'est plutôt un réseau cubique, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et je vais appeler oméga L le nombre de marches de longueur L. Partant de l'origine. Je tiens l'origine, autrement, bon, si je peux la laisser démarrer n'importe où, il y en aura un nombre infini. Donc ça, c'est juste, je compte combien, par exemple, sur un réseau carré, il y a 4 marches de longueur 1, il y a 16 marches de longueur 2, et ainsi de suite. Si on est sur un réseau cubique, ce nombre, il vaut 2D à la puissance L. Mais si vous êtes sur un réseau autre, ça va être un nombre différent. Ça, c'est la première quantité dont j'ai besoin. Et il y en a une autre dont j'ai besoin, qui est psi L, qui est le nombre de marches de longueur L qui se termine à l'origine. Ça, c'est une expression un peu plus compliquée, mais en fait qu'on peut écrire de manière explicite. Et je n'ai pas vraiment besoin de savoir précisément ce que ça vaut, mais la chose dont j'ai besoin, c'est de savoir pour L grand à quoi ressemble cette quantité. Donc ça, je prends toutes les marches et je regarde le nombre de marches qui se terminent en 0. Donc c'est la probabilité qu'une marche de longueur L se retrouve à l'origine au bout de L pas. Et ça, pour L grand, ça va se comporter, il y a une constante qui va dépendre du réseau que je considère, mais ça va se comporter comme L puissance D sur 2 si je suis en dimension D. Donc la probabilité qu'une marche revienne à l'origine au bout de L pas décroît avec L de cette manière, quelle que soit la dimension. Alors, pour une dimension, enfin, une façon de s'en rendre compte, c'est juste de dire que la distribution, par exemple, va être gaussienne au bout de L pas. Ici, il y aurait peut-être un sigma 2 ou un 2 sigma 2. Et devant, il y a une normalisation qui est racine qui va être 2 pi sigma 2 L puissance D sur 2. Et donc, si je mets R qui est égal à 0, ça fait 1 sur L puissance D sur 2. Donc ça, c'est vraiment au cœur essentiel dans le calcul que je vais essayer de faire. Alors, donc ça, c'est la probabilité de retour au bout d'une longueur L. Et maintenant, j'essaye de faire ma théorie de perturbation. Alors, je prends ce genre de formule et je vais essayer de calculer la fonction de partition. Somme sur tous les chemins de 1 plus... Alors, d'abord, je voudrais E puissance moins U, somme sur I plus petit que J de delta de RI et de RJ. Donc, c'est cette énergie chaque fois que j'ai un contact. Et maintenant, ceci, je peux l'écrire comme somme sur W de produit sur I inférieur à J de 1 plus E puissance moins U moins 1 delta de RI RJ. Donc,
bon, l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Hein. Bon, donc, et vous voyez que donc, ça, c'est le produit sur tous les ij de e puissance u delta de ri moins rj. Bon, et puissance u delta de ri rj, eh bien, ça peut prendre deux valeurs possibles, soit 1, soit e puissance moins u. Et donc, si les deux monomères coïncident, ça vaut e puissance moins u. S'ils sont différents, ça vaut 1. Et maintenant, ça, je peux considérer, je vais appeler cette chose-là V, moins V en fait, parce que a priori c'est négatif, hein, ce U est positif, j'ai envie que les monomères se repoussent. Et donc c'est somme sur W de 1, et maintenant je développe par rapport à ce petit paramètre V. Donc c'est 1 moins V, somme sur I inférieure à J de delta de RI RJ, et puis il y aurait plus terme en V2 et ainsi de suite. Alors déjà, comment me représenter ces termes? Bon là c'est 1, c'est juste, je somme sur toutes les marches. Ici, c'est les marches qui vont avoir la propriété que le monomère I et le monomère J coïncident. Alors j'ai envie de dessiner ce terme-là sous forme d'un diagramme en disant, voilà, j'ai ma marche, elle fait ce qu'elle veut, mais au point I et au point J, elle est au même endroit. Et puis si j'allais au terme en V2, eh bien, il y aurait des diagrammes qui seraient un peu plus compliqués. Alors je vais essayer de dessiner ces diagrammes, bien que je ne vais pas les calculer plus que ça. V carré, ça veut dire qu'il y a deux contacts. Alors, les termes où il y a deux contacts, il va y avoir, par exemple, 4 sites qui vont être concernés. Quand je vais développer tout ce produit, je vais avoir V carré, un delta, V carré, un autre delta. Donc, il va y avoir des termes de ce genre. Ça va être quand RI égale RJ et RK égale RL. Puis il va y avoir le terme, là ça va être le terme RI égale RL, RJ égale RK, et puis il va y avoir des termes de ce genre, c'est un peu plus compliqué. Ça va être RI égale RK, RJ égale RL, et puis il y aurait aussi des termes avec simplement 3 sites qui donnent un contact, ça serait quelque chose qui serait comme ça. Voilà. Essentiellement, c'est une façon de représenter tous les termes qui apparaissent là. Donc, je ne vais pas essayer de calculer ces diagrammes, ils ne sont pas horribles, les gens savent très bien faire ça, mais je vais juste me concentrer déjà sur ce premier ordre, et puis après, je dirai des choses sur ce qui arrive au deuxième ordre, sans faire les calculs précisément. Alors, si je veux calculer au premier ordre, donc il y a une boucle, c'est juste dire, je prends toutes les marches aléatoires, et maintenant je regarde celles qui ont un contact entre le pas I et le pas J. Alors, si j'essaye de faire ça, je vois que Z, ça va être le terme dominant, ça va être toutes les marches, moins V. Et puis maintenant, j'ai toutes les marches telles que I et J coïncident. Donc ça va être somme sur toutes les paires I inférieures à J de psi J moins I. Ça veut dire qu'entre le monomère J et le monomère I, je suis revenu au point de départ. Donc j'ai ce psi qui était le nombre de marches, bon, j'ai effacé, mais qui reviennent au même endroit au bout du point J. Donc ça, c'est la partie. Là, je somme toutes les marches, toute la partie de la marche entre les deux contacts. Et puis, le reste, c'est une marche quelconque de longueur L, I. Donc pour disons, une marche qui s'est recoupée une fois, il y a la partie rouge qui correspond à ce terme-là,
Et puis il y a la partie blanche qui correspond à ce terme-là. Voilà. À l'ordre V2, il y aurait des termes un peu du même genre qui vont apparaître. Donc ce n'est pas très compliqué. Si je veux calculer R carré, bon, ben, il va y avoir de la même façon, il va y avoir sur Z ici, il va y avoir ici L, parce que si je moyenne toutes les marches possibles sans mettre de poids, R carré va être proportionnel à L. Si je suis sur un réseau cubique et que le pas du réseau c'est 1, ça va valoir L. Et puis ici, je vais avoir moins V, somme I moins J, psi J moins I, oméga L moins J plus I, et puis ici, L moins J plus I. Pourquoi ce L moins J plus I? Parce que la seule chose qui va contribuer au déplacement entre le point de départ et le point d'arrivée, cette boucle, finalement, elle n'aura pas du tout permis à la chaîne d'augmenter sa distance entre ces deux bouts. Donc la seule partie qui contribue à la distance entre les deux bouts, c'est cette partie rouge. Et cette partie rouge, elle contient L moins J plus I monomère. Donc là, je peux calculer R2. Si je veux calculer R4, bien, ici, il y aura un facteur 1 plus 2 sur D devant. Et puis là, il y aurait L carré, et là, il y aurait L carré. Et si je veux calculer R6, c'est pareil. Donc je peux calculer tout ça de manière perturbative à l'ordre V. Je peux le calculer à l'ordre V2 si j'ai plus de courage, et à l'ordre V3 si j'en ai encore plus. Et voilà. Alors, quand je fais ça, eh bien, donc, prenons R carré. Donc j'ai Z. Pour avoir R carré, donc je vais enlever ce que j'ai écrit ici. Il y a un terme linéaire en V au numérateur, un terme linéaire en V au dénominateur, et je veux travailler à l'ordre linéaire en V. Alors si je fais ça, eh bien, j'arrive au résultat que j'écris R carré est égal à L. Donc ça, c'est s'il n'y a pas d'interaction. Le moins V, quand j'ai fait le rapport, et les deux V se sont mélangés entre eux, ça a donné quelque chose. Il se trouve que là, le signe est positif. Somme sur L égale 1 à grand L de L moins petit l fois L fois P de L. Donc ça, plus ordre de V2. Et dans ce que j'ai écrit, P de L, c'est juste cette quantité, la probabilité qu'une marche de longueur petit l ou grand L revienne à l'origine au bout de L pas. Donc ça, c'est de l'algèbre, c'est vrai, quelle que soit la dimension, c'est juste un développement au premier ordre en V, et ce développement au premier ordre en V, on peut le pousser au deuxième ordre, et ainsi de suite. Alors la première chose qu'on voit, c'est que la chaîne gonfle, déjà. Bon, ce qui est physiquement tout à fait attendu, puisqu'on a mis une interaction répulsive, et ce terme est positif, donc la chaîne est un peu plus grosse que ce qu'elle serait s'il n'y avait pas d'interaction. Alors maintenant, toute l'histoire a à voir avec le fait que le P de L, donc là, pour l'instant, je peux être sur un réseau quelconque, en dimension quelconque. Et le P de L, on a vu que c'est une constante sur L puissance D sur 2 quand on est en dimension D. C'est la probabilité qu'une marche revienne à l'origine, au bout de L pas, c'est pour L grand. Enfin, quand je dis que c'est égal, ça c'est vrai pour L grand. Pour L fini, c'est pas forcément vrai, mais ça c'est le comportement asymptotique. Alors, je regarde ça, et je vois qu'il y a une somme ici, et je vois que la somme de L, P de L, bien, asymptotiquement, le comportement asymptotique ici, ça va être somme de L, 1 moins D sur 2. Et donc, si la dimension
si la dimension est plus grande que 4, ce terme-là, Lp de L, c'est un nombre fini. Somme de Lp de L est finie. Donc si la dimension... Donc, peut-être j'ai deux sommes qui sont ici. Il y a celle-là, et puis il y a celle-là, somme de L carré P de L. Alors supposons qu'on soit pas très loin de la dimension 4. Donc ici c'est 1, c'est L2 sur LD sur 2. Ça va augmenter en grand L puissance 3 moins D sur 2. Et la somme qui est là, eh bien, si je ne suis pas trop loin de la dimension 4, si la dimension est plus grande que 4, c'est fini, un nombre fini. Et si la dimension est plus petite que 4, ça se comporte en L puissance 2 moins D sur 2. Cette somme. C'est juste les deux sommes qui m'apparaissent ici. Alors vous voyez qu'est-ce qui se passe? Supposons que la dimension soit plus grande que 4. Ici j'ai L, ici j'ai L fois une somme finie. Donc si la dimension est plus grande que 4, j'ai L plus VL, cette somme qui est finie, qui a un nombre qui converge, cette somme qui converge, et puis le dernier terme, il va se comporter moins L puissance 3 moins D sur 2. Si la dimension est plus grande que 4, ce terme-là est plus petit que le terme en L, et donc ce que je vois, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que la chaîne a gonflé, mais le L est resté L. C'est L fois un facteur. Donc, d'une certaine manière, on a renormalisé la longueur des pas. Au lieu d'être L fois 1, c'est L fois 1 plus V fois ça. Si la dimension est plus grande que 4. Si la dimension est plus petite que 4, ici j'ai L plus V, et chacun des deux termes là est en L puissance 3 moins D sur 2. Et donc, je fais une théorie de perturbation. Ma théorie de perturbation, elle me donne un signal comme quoi je commence à faire des choses qui ne sont pas très correctes, si je veux faire L grand, parce que quand L est grand, et si la dimension est plus petite que 4, ce terme-là devient plus grand que le terme dominant. Donc j'ai essayé de faire une théorie de perturbation, et ma théorie de perturbation, elle m'explose à la figure. J'ai supposé que l'interaction était faible, mais malheureusement, quand la taille du système devient grand, la théorie de perturbation explose. Et ça, c'est classique dans tous ces problèmes de perturbation où il faut renormaliser pour éviter ces divergences. Alors, donc, là, on voit apparaître cette dimension 4. On voit aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que finalement, je suis parti d'un modèle un peu quelconque avec des marches sur un réseau qui sont arbitraires, mais en fait, la seule chose qui va compter, c'est ce coefficient qui est là et cette dépendance dans la dimension. Tout le reste, et vous voyez que ce coefficient, il est multiplié par P de L, donc en fait, il va y avoir un paramètre V fois C, et puis tout le reste va disparaître. Tous les détails du modèle vont disparaître. Donc déjà, on sent l'universalité. Alors, donc ça, c'est cette théorie de perturbation. Et donc, je vais essayer de vous dire ce qui se passe quand on calcule par perturbation R carré, R4, les formes, etc. Donc, je vous dis ce à quoi on arrive. Si je calculais R4, j'aurais une somme ici du même genre, peut-être avec des L2, des L3, des choses comme ça, mais rien de plus sérieux. Et donc, je peux faire une théorie de perturbation pour n'importe quelle quantité qui m'intéresse. Et alors, juste un mot, c'est que aussi, vous voyez que si je suis en dimension plus petite que 4, malgré tout, si L est finie, tant que la taille du système est finie, c'est une théorie de perturbation, et je vois que c'est V fois L à une certaine puissance, et donc ça ressemble beaucoup
à cette forme dont je discutais tout à l'heure, R4 sur R2 carré, quand vous voyez qu'ici, la pente était de plus en plus importante quand L devenait grand, et ça, c'est le même phénomène que l'on observe ici. Alors, donc, cette théorie de perturbation, on peut la faire pour, comme je disais, n'importe quelle quantité. Alors, si vous faites le calcul en mettant le P de L, vous pouvez calculer R carré, R4, etc., les formes. Donc, je donne juste les deux premiers, mais ça n'a pas beaucoup. Si je calcule R carré, on trouve L plus VC, L 3 moins D sur 2. Donc, ici, je me place en dimension inférieure à 4, fois, si on calcule, ça fait 1 sur 2 moins D sur 2, moins 1 sur 3 moins D sur 2. Bon, puis après, il y aurait le terme en V2, etc. Si je calcule le rapport, R4 sur R2 carré, ça vaut 1 plus D sur 2, facteur de 1 plus CV L 2 moins D sur 2, facteur de 1 sur 3 moins D sur 2, moins 1 sur 4 moins D sur 2. Essentiellement, c'est toujours, ça va correspondre toujours à des sommes de la forme L, P de L, L2, P de L, L3, P de L, et chaque fois, eh bien, ça va me donner ce genre de comportement. Donc, je peux calculer les choses de ce genre. Si je prends ce R carré et je m'intéresse, j'aimerais bien connaître l'exposant critique. Tout à l'heure, je vous avais dit, R carré, il va se comporter comme L puissance 2 nu. Donc, si j'ai envie de voir à quoi ressemble ce L puissance 2 nu, le 2 nu, il serait égal à D de log de R carré sur D de log L. Bon, alors je prends ici, alors si je connais R carré à l'ordre en V, je peux calculer D de log de R carré, etc. Et donc, ça me donne, je l'écris, 1 plus V L 2 moins D sur 2, il y a le C aussi, VC, L D moins D sur 2, 1 moins 2 moins D sur 2 sur 3 moins D sur 2. Tout ça c'est juste au premier ordre en V, c'est juste la seule chose que j'ai à prendre en compte, c'est les marches qui se sont recoupées une seule fois. Et d'une certaine manière, si je m'intéresse à la distance bout à bout, la boucle, c'est comme si elle n'était pas là. Donc tout se passe comme si j'avais une chaîne un peu plus courte à cause de cette boucle. Alors, ce que vous voyez, c'est que malheureusement, dans cette théorie de perturbation, eh bien, quand la dimension est plus petite que 4, ce terme devient grand, je le retrouve ici, etc. Et donc, on a l'impression qu'il y a ce terme qui dit qu'il a l'air de devenir grand, mais qui est le même partout. Et donc, on peut se dire, au lieu d'avoir développé en V, C, en V, on va essayer de considérer que cet assemblage, c'est mon paramètre de perturbation. Donc, on va essayer de considérer une quantité. Bon, par exemple, alors on peut prendre la quantité d'une certaine manière qu'on veut, par exemple celle-là, qui va être une quantité qui va avoir un sens physique quand la taille du système est grande, c'est-à-dire ça me dit une information sur la forme de l'objet, la forme asymptotique de l'objet. Je vais considérer une quantité, voilà l'une d'entre elles, QL, qui est égale à R4 sur R2 au carré, moins 1 plus D sur 2. Donc essentiellement, cette quantité, c'est cette série qui se trouve là. Et maintenant, au lieu de tout exprimer en termes de CVL puissance 2 moins D sur 2, je vais essayer d'inverser la série. C'est-à-dire je vais tout vouloir exprimer en termes de ce paramètre Q. Donc Q, si j'avais calculé
Donc ici, j'ai le premier terme. Si j'avais calculé... Donc ça, c'est vraiment l'esprit de la renormalisation. On a un paramètre qui, a priori, est grand, mais en fait, ça provient d'un modèle microscopique où il y avait un V qui est essentiellement inconnu, mais qui peut-être est petit, et donc de considérer, au lieu de développer en termes de cette interaction microscopique, de développer en termes d'une interaction plus macroscopique qui est ce Q. Donc d'essayer de regrouper ce genre de termes. Donc si vous prenez ce genre de quantité, si je l'avais développé, donc ça c'est un exemple de quantité que je peux considérer, mais je pourrais prendre R6 ou d'autres propriétés du système. Eh bien, si j'avais fait ce développement, je vais avoir C, V, L, D sur 2 moins 2, qui est ce terme-là. Puis j'ai mis Q1 pour le coefficient. Et puis, si je poussais les choses plus loin, je trouverais que ceci, ça vaut Q2, j'écris ça, D-4, CV, L, D sur 2, moins 2 au carré. Et ainsi de suite. Donc si je considère une de ces quantités, elle va avoir un développement. Ici, j'ai calculé le premier ordre. Si je m'étais fatigué davantage, je n'aurais pas pu le faire au tableau parce que ça serait plus long, j'aurais obtenu un coefficient ici pour ce développement. Et maintenant, j'ai envie de tout inverser, c'est-à-dire au lieu de développer en termes de ce V, j'ai envie de développer en termes de ce Q. Donc ça veut dire que j'essaye de calculer ce terme en termes du Q. Alors, si j'essaye de faire ça, tous les termes qui ont l'air de devenir grands, ils vont dépendre plus que de ce nombre Q. Et une des propriétés, donc j'ai ce Q qui a cette forme, et quelque chose qu'on peut faire à partir de là, souvenez-vous que ce que j'ai envie, c'est d'atteindre le palier dont je vous parlais tout à l'heure. J'avais R4 sur R2 carré, j'avais une courbe de ce genre, et elle atteint un palier. Donc ce que je voudrais, c'est essayer de trouver à quoi ressemble ce Q quand L devient grand. Et donc pour faire ça, je peux essayer de calculer la façon dont ce Q se renormalise quand je change le L. Donc si j'ai Q de cette manière-là, je peux calculer L dQ sur dL. Et L dQ sur dL, il suffit de dériver ici par rapport à L et de trouver le résultat. Et si vous faites ça, vous trouvez que ça vaut D-4 sur 2 fois Q plus Q2 sur 2Q1 au carré fois grand Q2. Pardon, c'est Q2. Donc supposons que la quantité qui m'intéresse a des coefficients Q1 et Q2 comme ça. Eh bien, si vous essayez de dériver par rapport à elle et de calculer cette quantité-là, vous trouvez que ça s'écrit de cette forme. Donc, je dérive par rapport à elle, et après, les coefficients que je trouve, je les remplace, au lieu de garder CVL puissance D sur 2, je remplace et je remplace par Q. Et donc ça, c'est une formule de renormalisation pour cette quantité qui est typiquement ces fonctions de Wilson. Quand vous faites ça, eh bien, vous trouvez que pour L grand, Q tend vers un Q étoile, qui est le point fixe de cette chose-là. Il y a un point fixe Q étoile de cette formule de renormalisation. Donc ça va me donner une valeur de Q. Une fois que j'ai la valeur de Q, je remplace dans toutes ces formules, puisque L puissance 2 moins D sur 2 peut se développer en Q. Donc une fois que j'ai trouvé la valeur du point fixe Q étoile à partir de là, je la remplace et ça va me donner la façon dont cette quantité-là est modifiée. Ou bien celle-là aussi, à chaque fois, ça va être grand Q sur Q1, Q étoile sur Q1. Et donc, ça me permet de calculer ainsi les exposants à l'ordre epsilon. Alors, si on est exactement en dimension 4, ce terme-là disparaît. Ça implique que L dQ sur dL, c'est Q2 sur 2Q1 carré Q2, ce qui me dit que Q est de la forme B sur log de L sur L0,
Bon, donc, je peux calculer la façon dont Q dépend de L. Et une fois que je fais ça, ça me permet de trouver que si j'avais d de R carré sur d de log L, ça vaut 1 plus QL sur Q1. Et maintenant, si j'intègre ça, ça va me faire apparaître le comportement logarithmique qu'on avait en dimension 4. Donc, tout ça, donc en fait, je résume. Tout ça sort d'une théorie de perturbation par rapport à ce petit paramètre. Je fais une théorie de perturbation. Ici, je l'ai fait au premier ordre. Essentiellement, j'ai simplement à savoir comment une chaîne se recoupe elle-même au bout de L pas. Il y a juste ce P de L qui intervient au premier ordre. Au deuxième ordre, il y aurait des diagrammes un tout petit peu plus compliqués, mais tout ça peut se calculer explicitement. Et à chaque fois, on obtient une théorie de perturbation avec des termes qui se mettent à exploser quand la dimension... Enfin, ils se mettent à exploser par rapport au terme dominant dès que la dimension passe en dessous de 4. Au lieu de faire une théorie de perturbation dans ce paramètre, on choisit une quantité physique et on fait une théorie de perturbation par rapport à cette quantité physique et on trouve que cette quantité physique se renormalise d'une certaine manière. Et quand on cherche le point fixe, ça permet de calculer les propriétés en dimension d. Donc ça, c'est un peu ce que je voulais dire sur cette théorie des polymères. Alors, il y a Bertrand qui est là, qui est un grand expert de ces questions, donc j'espère que je n'ai pas dit trop d'âneries. Et maintenant, je vais essayer rapidement de vous montrer que, essentiellement, la même chose se produit dans deux autres contextes. Un, c'est la théorie Φ4, et l'autre, c'est le critère de Harris. Alors, a priori, si on s'intéresse à un modèle comme le modèle d'Ising, qu'on cherche à calculer sa fonction de partition, on veut sommer sur des spins qui valent plus 1 ou moins 1 de et puissance j sur kt, somme des i voisins de j de si et j. Donc ça, c'est le calcul de la fonction de partition. Alors, on peut l'écrire sous la manière suivante, en faisant j sur kt égale grand K, pour simplifier un peu les notations. Je peux dire que c'est une intégrale sur tous les spins d'un P de SI et puissance K, somme sur I, voisin de J, de SI et J. Donc le P de SI a une forme de ce genre. Alors, la théorie Φ4, en fait, ça va essayer de remplacer ces spins discrets par des spins continus. Donc, je vais le faire sur un réseau. Et on va supposer maintenant que le P de SI, il a une forme éventuellement de ce genre, avec P de SI égale et puissance moins A SI carré moins B SI 4. Donc je vais essayer de considérer le même problème sous cette forme. Bon, ici, je l'ai dessiné, le P de SI, dans un cas où A est négatif, hein, puisque la probabilité... oui, c'est parce qu'il y a des maxima ici, donc sur les bords. Donc en fait, là, ça serait plus SI carré moins B SI 4. Donc voilà. Et donc, à cause de l'universalité, on pense que le modèle d'Ising et ce modèle où le P de SI est remplacé par ce terme quartique dans l'exponentielle devraient se comporter de la même façon. Et maintenant, ce qu'on voudrait, donc, c'est calculer la fonction de partition
Z égale l'intégrale dSi, sur tous les spins, de E puissance K, somme sur I voisin de J, de SISJ, moins A, somme sur I de SI carré, moins B, somme sur J sur I de SI4. Voilà. Donc, si on savait calculer cette intégrale en dimension 3, le modèle d'Ising ou les exposants du modèle d'Ising seraient connus en dimension 3, ce qui n'est pas encore le cas, donc ce n'est pas un problème facile. Et maintenant, on peut essayer de faire comme toujours. En fait, c'est un peu les piliers de la théorie des champs. Ce qu'on fait, c'est on va faire des intégrales gaussiennes et de la perturbation. Donc, pour faire une perturbation, on va considérer que B est petit ou est négligeable. Et à partir de ce moment-là, ici, on a des intégrales gaussiennes, et les intégrales gaussiennes, on sait faire. Donc, toute l'idée, ça va être essayer de faire une perturbation par rapport à B, de la même façon que tout à l'heure, on a fait une perturbation par rapport à U. Donc, il va y avoir le premier ordre et les ordres successifs. Alors, si je veux faire le calcul quand B vaut 0, quand B vaut 0, il y a une formule qui est connue, qui est la base de beaucoup de ces calculs de théorie des champs, c'est que si vous avez une intégrale, je vais l'écrire peut-être dans un coin là-bas, de toute façon, je ne vais pas vraiment faire de longs calculs avec, mais c'est juste quelque chose qui est bien connu. Si vous avez une intégrale gaussienne, d1 dsn de e puissance moins somme sur i et j d'une matrice MIJ SI ceci c'est pi puissance n sur 2 divisé par déterminant de m à la puissance 1/2. Donc ça c'est une propriété des intégrales gaussiennes. Une façon de s'en rendre compte, c'est par exemple, vous prenez M comme matrice diagonale, et ça devient immédiat de voir cette formule. Mais donc, ça veut dire que les intégrales, quand il n'y a pas le B, c'est facile. Et ça, c'est ce qu'on appelle le modèle gaussien. Quand il n'y a pas de B, le modèle est gaussien, et donc on peut calculer ce qu'on veut. Donc, je vais appeler Z0 le cas où B est égal à 0. Le Z, disons, ça c'est Z de B. Et si Z0, plutôt, c'est Z quand B égale 0. Donc, c'est un modèle gaussien. Et ce modèle gaussien, en fait, on peut tout calculer avec. Il y a un inconvénient, c'est que il faut que les intégrales soient convergentes. Et donc, si on est sur un réseau cubique, il faut que A soit plus grand que K fois D. K, c'est ce K-là, et D, c'est le nombre de voisins, c'est la dimension de l'espace. Donc, pour que le modèle gaussien, pour que les intégrales soient finies, il faut que A soit plus grand que KD, et d'une certaine manière, pour le modèle gaussien, le point critique, ça va être A critique, ça va être KD. C'est le moment où va se passer une transition, et au-delà, la fonction de partition va être infinie, et des choses comme ça, mais bon, disons, on peut au moins essayer de le comprendre dans la phase de haute température, c'est-à-dire si A est suffisamment grand. Alors, si je prends ce modèle Φ4, en fait, Φ4 à cause de ce 4-là, et Φ parce qu'en général, les gens travaillent dans le continu, et donc, au lieu de l'appeler S, ils l'appellent Φ, mais autrement, c'est la même chose. Eh bien, je peux, sans difficulté, essayer de faire une théorie de perturbation, c'est-à-dire que Z de B, ça va être Z0, valeur moyenne de E puissance moins B, somme des SI4, avec dans l'état 0. Donc ça, c'est à ce stade-là, il n'y a aucune approximation, et donc je peux essayer de calculer cette chose-là perturbativement en B.
toujours on fait une perturbation dans des interactions. Donc si j'essaye de faire ça, eh bien, ça va me donner Z0 moins facteur de 1 moins B, somme sur I de SI4 dans l'état 0, plus B2, etc. Bon. Mais SI4 dans l'état 0, SI, tout le monde est gaussien. Les SI, n'importe quelle combinaison linéaire des SI est gaussien. Donc ceci, c'est égal à Z0, facteur de 1, moins 3B, somme sur I de SI carré au carré 0. Parce que quand on a une variable gaussienne, eh bien, je pense que je ne dis pas de bêtises, c'est que le quatrième cumulant, c'est 3 fois le deuxième. Donc ici, voilà, j'arrive à faire ma théorie de perturbation. Et si je voulais aller à l'ordre B2, il y aurait des termes en SI8, il y aurait des termes en SI4, SJ4, et ainsi de suite. Mais tout ça, calculé avec des variables gaussiennes. Donc, a priori, si je m'en donne la peine, je peux les calculer, puisque je sais calculer toutes les propriétés d'un champ gaussien. Donc, voilà à quoi on arrive. Et donc, si vous prenez ce problème-là, vous voyez que SI carré, dans l'état 0, ça vaut moins 1 sur n de d de log 0, de log z0 sur dA. Vous voyez que si je prends le log et que je dérive par rapport à A, ça va me faire descendre un SI carré. Donc je vais avoir ici la somme des SI carrés. Si je suppose que tous les spins jouent des rôles analogues, par exemple je prends des conditions aux limites périodiques, tous les SI carrés vont avoir la même valeur, donc je peux calculer cette chose-là de manière facile. Et ce qui me dit que log z, c'est égal à log z0 moins 3nb, b c'est le terme en phi4, que j'essaye de développer de manière perturbative, fois d de log de z0 sur dA au carré fois 1 sur n carré. Donc il y a n termes ici. Chaque terme, il a 1 sur n carré. Et chaque terme, il vaut 1 sur n dès le log de z0. Donc ça, à l'ordre linéaire en B, pour une taille de système quelconque, voilà à quoi ça ressemble. Et donc, c'est peut-être plus pratique de travailler avec des variables extensives. Donc, si j'appelle log z, je dis que c'est n fois f. Bon, f va dépendre des paramètres qu'il y a dans mon problème, c'est-à-dire a et k. Supposons que k, par exemple, est fixé, ça dépend de a. Alors, log z0, ça va être n f0 de a. Et donc, si je remplace là-dedans, ça me dit que l'énergie libre à l'ordre linéaire, c'est f0 moins 3 d de f0 sur dA au carré fois b plus ordre de b2. Donc c'est juste, bon, peu importe la formule précise, mais c'est juste une théorie de perturbation par rapport à ce paramètre b, et on a une expression fermée à l'ordre b. Si je voulais aller à l'ordre b2, il faudrait me fatiguer un peu plus, mais dans toute cette histoire, il n'y a que des intégrales gaussiennes à faire. Bon. Alors, maintenant, on va voir ce qui se passe et où la dimension va intervenir. Alors, pour ça, il faut savoir quelle est l'énergie libre du problème gaussien. Alors, le problème gaussien, son énergie libre, donc s'il n'y a pas le B, je vous ai dit, on peut tout calculer. Je ne vais pas le faire, c'est fait dans les livres et c'est relativement élémentaire. En fait, c'est même fait dans mes notes. Il y en a pour une page, donc ce n'est pas le bout du monde. Et ce à quoi on arrive sur ce F0, donc je vous donne le résultat. Si on travaille en dimension D, on trouve que le R0, F0,
il est de cette forme. Donc je prends, au lieu de prendre la température, je prends un paramètre que j'appelle A, qui est ce A qui est là. Je varie ce A. Et donc le F0, on trouve que c'est quelque chose, une fonction, j'appelle R de A, qui est régulière en A, fonction régulière, plus une partie singulière qui est U A KD fois D sur 2. Donc ça, c'est une partie singulière de ce F0. Ça, c'est juste une intégrale gaussienne qui permet de connaître ce F0. Donc vous pouvez me croire, hein, mais c'est juste une intégrale gaussienne. Il suffit une façon de faire. Tout à l'heure, je vous disais, quand vous avez une intégrale gaussienne, le résultat, c'est pi puissance n sur déterminant de la matrice à la puissance n. Et pour trouver un demi, pardon. Et pour trouver ce déterminant, pour trouver un déterminant, il suffit de chercher toutes les valeurs propres. Et le déterminant, c'est le produit des valeurs propres. Donc il suffit de diagonaliser la matrice quadratique, là. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous trouvez toutes les valeurs propres. Ça vous donne ce déterminant. Donc tout ça, c'est quelque chose qui ne pose pas de problème particulier. Et donc, F0, il a cette forme. Voilà à quoi vous arrivez. Et maintenant, je peux calculer la correction. Et vous voyez, la dimension apparaît ici. Je peux calculer la correction. Et donc, df0 sur dA, ça va être la dérivée de la partie régulière plus U d sur 2 A moins kd puissance d sur 2 moins 1. Et maintenant, je mets tout ça ensemble et je regarde ce qui se passe. Alors, F0, c'est R de A plus U, un coefficient qui sort de ce calcul gaussien, kd puissance d sur 2. Et puis, il y a moins 3b. Et puis, il y a R' de A, R' de A plus U d sur 2, A moins kd, puissance d sur 2 moins 1. Au carré, le tout au carré, hein, il y a le 3, il y a le carré. Bon. Alors, il y a une partie régulière. Le 3b R' carré, c'est encore une partie régulière. Donc, la partie régulière est un peu changée. La première correction ici, U A moins kd puissance d sur 2 moins 3b R' de A moins kd d sur 2 moins 1. Bon, il y a U, je sais pas, il y a un U qui doit traîner sur 2, ou je sais pas. Bon. Il y a un D, bon, peu importe. Alors, ce terme-là, bon, déjà, on a l'impression qu'il y a le terme principal, et puis le terme suivant, il a l'air d'exploser. Mais il explose de manière pas très grave, parce que si je shift A d'un delta A, si je dis, je modifie un peu A, ça va être un peu comme une température. A égale KD, c'est un peu comme la température critique. Si je shift A de quelque chose qui est proportionnel à ça, eh bien ça va pouvoir s'écrire sous la forme U A moins KD plus delta A puissance D sur 2. Vous voyez que si je développais ça au premier ordre en delta A, ça ressemblerait à ça. Donc en fait, en shiftant la température de transition, je m'en sors. Et puis il y a le dernier terme, qui est le carré ici, U2. Bon, il y a un B, D sur 2 au carré, ce que vous voulez. Et puis il y a A moins KD, puissance D moins 2. Et maintenant, à nouveau, on se pose la question, est-ce que cette correction va exploser face à celle-là quand je me rapproche du point critique? Et vous voyez que ce terme au carré, si la dimension est plus petite que 4, eh bien D moins 2 devient plus petit que D sur 2,
et donc ce terme-là est beaucoup plus grand. Et donc là, la théorie de perturbation me fait exactement ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est-à-dire, si la dimension est plus petite que 4, je vois que les corrections qui sont là vont commencer à devenir importantes, et toute l'histoire que j'ai essayé de vous résumer un peu tout à l'heure dans le cas des polymères se reproduit exactement ici. Les mêmes techniques peuvent être utilisées. Alors les professionnels en fait, de ce genre de choses, ils travaillent dans l'espace de Fourier, mais essentiellement, ils font ce genre de calcul perturbatif et ils renormalisent un peu comme on l'a vu tout à l'heure. Alors en fait, le problème des polymères et le problème de la théorie Phi4, en fait, c'est exactement le même. Et ça avait été compris dans les années 70, en particulier par Degennes et ses collaborateurs, qui avaient montré que la théorie en Phi4 et le problème de polymères, ils appartiennent à un même modèle, qui est le modèle d'Heisenberg à n composantes. Et Ising et les polymères correspondent à deux cas particuliers de cette théorie. Alors, dans le quart d'heure qui reste, je vais essayer de refaire la même chose pour discuter ce qu'on appelle le critère de Harris. Lui aussi date des années 70. Et donc, la question que pose ce critère de Harris, c'est la chose suivante. C'est, imaginez que vous ayez un système qui va avoir une transition de phase, par exemple un système magnétique, et le système que vous considérez, ce n'est pas des spins sur un réseau totalement régulier, mais il y a quelques impuretés, il y a des imperfections dans le système. Et maintenant, vous vous demandez, est-ce que s'il y a peu d'impuretés dans mon système, est-ce que ça va changer la classe d'universalité? Est-ce que les comportements critiques vont être différents? Et en termes de groupe de renormalisation, est-ce qu'on va aller vers le même point fixe, la même classe d'universalité, ou est-ce que s'il y a quelques impuretés, ça va changer la classe d'universalité? Alors, déjà, ça paraît un peu surprenant que si on rajoute quelques impuretés à un système, eh bien, ça change tout. Alors en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir un phénomène de crossover. Disons, imaginons qu'il y a une densité ρ d'impuretés dans le système, très faible, et maintenant, on s'intéresse au comportement critique. Donc, prenons une quantité comme la susceptibilité. Son comportement critique, en général, c'est un exposant, disons, gamma. Et donc, si je veux voir ce comportement critique quand je me rapproche de la température critique, je vais représenter en fonction de moins log de T moins Tc, je vais représenter log de la susceptibilité. Et donc, un comportement critique, ça apparaît comme, je ne sais pas, quelque chose qui devient droit quand je me rapproche de Tc, quand log de T moins Tc augmente, j'obtiens une ligne, et la pente de cette ligne, c'est gamma. Alors, imaginez qu'il y ait des impuretés, que les impuretés changent le comportement critique, ça veut dire que ça risque de changer l'exposant, donc je vais obtenir quelque chose comme ça. Mais maintenant, imaginons que j'ai très peu d'impuretés. Bon, ben, pendant un certain temps, le système va ressembler au système pur, et puis, un peu plus tard, il va ressentir le fait qu'il y a malgré tout ces impuretés qui le font changer de classe d'universalité. Donc on s'attend à un comportement de ce genre, c'est-à-dire deux lois de puissance, et plus le nombre d'impuretés est faible, plus on va voir le système pur pendant longtemps, et plus tard on va voir le système désordonné. Alors là j'ai fait une pente plus grande pour le système désordonné et plus petite pour le système pur, mais ça pourrait être l'inverse. Souvent d'ailleurs c'est l'inverse. Mais disons on peut avoir un comportement, et puis quand on se rapproche vraiment très près, on voit l'autre comportement, et ça c'est ce qu'on appelle un crossover. Mais la question que s'est posée Harris,
c'est de se demander est-ce que un tout petit peu d'impureté va malgré tout changer le comportement critique. Donc est-ce que si je mets peu d'impureté, je vais me comporter comme le système pur indéfiniment, ou est-ce que si je mets peu d'impureté, à un moment, on va avoir un autre comportement qui est dû à la présence d'impureté? Et la réponse de Harris, elle est simple. Je vais essayer de l'expliquer comment on le voit. La réponse de Harris, alors, déjà, il faut voir comment on représente les impuretés dans le système. Donc, il va considérer un système où, je vais essayer de rester avec mes notes ici, il va considérer un système comme un modèle d'Ising, somme sur I voisin de J, moins, et puis il y a un J plus epsilon IJ, SISJ. Donc, il considère un système où les couplages, c'est une façon de représenter les impuretés. Les couplages ne sont pas tous les mêmes le long du réseau, mais ils diffèrent un peu à certains endroits. Et on met ce epsilon IJ petit, bon, parce qu'on va pouvoir faire un calcul avec. On préférerait peut-être avoir des impuretés diluées, donc avoir certains couplages qui soient différents des autres à différents endroits. Mais là, pour ce calcul, c'est plus commode de considérer qu'il y a un couplage, et puis localement, à chaque endroit, il y a une petite fluctuation de ce couplage. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai essayé de faire le reste de la journée, je vais faire de la perturbation par rapport à ce epsilon IJ. Donc je vais dire, ça c'est le couplage JJ, et je vais essayer de dire quelle est la fonction de partition qui dépend de ces couplages. Donc, ça veut dire je veux sommer sur tous les spins. S1 égale plus 1 moins 1, Sn égale plus 1 moins 1 de et puissance J sur Kt, donc J sur Kt, je vais l'appeler bêta J somme I voisin de J de SISJ, et puis plus bêta somme sur I voisin de J de epsilon IJ SISJ. Et donc, ce que je vais faire, c'est de dire, voilà, c'est epsilon, je vais traiter ça en perturbation, et j'essaye de voir ce que ça va donner. Donc, s'il n'y a pas le epsilon, je l'appelle ça Z0, et donc ceci, c'est Z0, la fonction de partition sans désordre, fois valeur moyenne de bêta, somme sur I voisin de J, de epsilon IJ, SISJ, avec l'hamiltonien pur, 0. Ce qu'on appelle pur, c'est quand il n'y a pas les impuretés, c'est-à-dire quand les epsilon IJ ne sont pas là. Voilà. Donc ça, à ce niveau-là, c'est exact. Et on va faire... Donc ça, c'est la fonction de partition du système pur. Et là, on va faire théorie de perturbation par rapport au epsilon IJ. Alors, si vous faites ça, c'est essentiellement le même genre de calcul que ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais vous calculer au premier ordre, même au deuxième ordre. Et ce à quoi on aboutit, c'est la chose suivante. Donc, le modèle de départ, c'est découplage avec une partie fluctuante. Et cette partie fluctuante, je vais supposer que epsilon IJ moyen vaut 0, c'est-à-dire ça fluctue un peu autour d'une valeur moyenne nulle. S'il y avait une valeur moyenne non nulle, je pourrais la rentrer dans le J, donc ça ne suppose rien de particulier. Et puis qu'il y a une certaine variance des epsilon IJ qui est donnée, je sais pas, epsilon carré, qui est la même pour tout le monde, et que les epsilon IJ ne sont pas corrélés entre eux. Alors, si vous faites ce calcul, donc juste on fait le développement en termes des epsilon IJ, vous voyez que si je développe cette exponentielle, la seule chose que j'ai à faire, c'est de mesurer des quantités du système pur. Ça va être 1 plus bêta epsilon SISJ du système pur, et ainsi de suite. Et si je fais ce calcul, j'arrive à la chose suivante.
Donc c'est juste un calcul perturbatif. Je vais arriver à ce que la fonction de partition log z du système avec des ordres, ça va être log z0 plus somme sur les voisins de bêta carré sur 2, epsilon carré, fois 1 moins SI SJ au carré dans l'état 0. Donc, dans l'état 0, ça veut dire calculer pour le système sans impureté. Bon, et puis après, il y aurait un terme en epsilon 3, epsilon 4, ou tout ce qu'on veut. Je peux continuer. Donc voilà ce que la théorie de perturbation, si je mets un tout petit peu de désordre dans mon système, les epsilon ij, un tout petit peu désordonné, voilà ce que ça donne. Et maintenant, je recommence ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire, je dis, voilà, mon système pur, il a un certain comportement critique, donc il va avoir une partie régulière en fonction du temps de T. T, c'est essentiellement T moins Tc. Donc, quand on se rapproche de la température critique, il y a une partie régulière et il y a une partie singulière, U, T puissance 2 moins alpha. Alpha, c'est l'exposant de la chaleur spécifique. Et la chaleur spécifique, c'est juste de dériver 2 fois l'énergie libre. Donc, le terme dominant, il a une partie régulière et il a une partie singulière qui est comme ça, qui est le début de la partie singulière. Il peut y avoir des termes derrière. Et maintenant, quand je prends cette quantité-là, bien, cette quantité-là, SI-SJ, entre voisins, c'est juste l'énergie du système. SI-SJ, c'est essentiellement l'énergie moyenne du système. Donc c'est une dérivée première de l'énergie libre par rapport à la température. Donc ce terme-là, bon, ça c'est une constante, ça, pas beaucoup, ça c'est régulier, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce terme-là, il va être de la forme plus R' de T, plus, c'est juste à dériver par rapport à la température, donc ça fait plus U 2 moins alpha, T puissance 1 moins alpha, le tout au carré. Et l'histoire est exactement la même que celle que je viens de raconter à l'instant. Il y a R de T plus R' carré de T, c'est une partie régulière. Bon. UT puissance 1 moins alpha, et là, le terme linéaire, le terme croisé, il va être T puissance 1 moins alpha. Bon, ben, ce terme-là, il me shift, je peux en prendre en compte en shiftant la température critique. Et puis, il y a le terme, le carré, qui est T puissance 2 moins 2 alpha. Et la question, c'est qui gagne? Est-ce que ce terme, le carré qui est là, est-ce qu'il va être dominé par le terme qui est ici, ou est-ce qu'il va exploser? C'est-à-dire que cette théorie de perturbation, elle va me dire que la première correction devient plus importante. Et vous voyez que si alpha est positif, ben ce terme-là, il gagne. Et donc, je suis en train de faire une perturbation, et le premier terme de la perturbation est beaucoup plus grand que le terme dominant, et ainsi de suite. Et je retombe sur la situation qu'on a vue dans le cas des polymères, qu'on a vue dans la théorie phi4. Si alpha est négatif, ce terme est plus petit que le terme dominant, et donc, finalement, le comportement critique est inchangé. Donc, c'est juste un petit calcul de perturbation. Voilà, donc ça, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Pour conclure, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est la chose suivante, c'est qu'il y a le critère de Harris, et donc, je peux le représenter de cette manière-là. Ici, j'ai mes modèles, et il y a la valeur alpha égale 0. Et là, j'ai le désordre, epsilon carré, qui me mesure l'amplitude du désordre. Alors, si je faisais un calcul de renormalisation, ce que je verrais, c'est que si alpha est positif, donc ça c'est alpha, je peux varier des modèles, je peux prendre les modèles de Potts ou prendre différents types de modèles. Et donc, si alpha est positif, eh bien, la situation où il n'y a pas de désordre est instable. Donc la renormalisation va m'éloigner.
si alpha est négatif, la renormalisation va me rapprocher. Et donc ça veut dire que je mets un peu de désordre, et par renormalisation, ben, ces termes-là, ils vont être petits. Si alpha est négatif, ils vont être petits, donc vont disparaître. Alors maintenant, il y a deux scénarios qui sont possibles. Il y a qu'est-ce qui se passe si je m'éloigne un peu. Le premier scénario, c'est celui-là. Et le deuxième scénario, c'est celui-là. Alors, en fait, ces scénarios, ça veut dire que si je m'éloigne un peu, que je rajoute du désordre, bon, là, c'est attractif, mais si le désordre est suffisamment fort, ben, le système, par renormalisation, va devenir très différent du système pur. Hein. Le critère de Harris, c'est juste une question de ce qui se passe quand le désordre est faible. Quand le désordre est fort, on ne peut rien dire. L'autre scénario, c'est celui-là. Bon, dans un cas qui est comme ça, eh bien, même si le désordre est pertinent, en fait, c'est-à-dire qu'un peu de désordre a tendance à s'amplifier, eh bien, le comportement critique va être dû à une autre ligne de points fixes qui se trouve ici, et donc souvent on peut faire une théorie de perturbation pour trouver cette ligne de points fixes et calculer les exposants qui sont là. Alors en fait, ça c'est exactement ce qui s'est passé dans les polymères et ce qui se passe dans la théorie phi4. Si au lieu d'avoir alpha ici, j'ai la dimension là, donc ici ça serait plutôt 1 sur la dimension, c'est-à-dire que la dimension d égale 4 serait ici. Si la dimension est plus grande que 4, le point fixe gaussien, il attire tout le monde. Si la dimension est plus petite que 4, eh bien, on a une ligne de points fixes et le développement en epsilon, il consiste à calculer ce qui se passe ici. Les autres situations, qui sont celles-là, eh bien, dès que le désordre devient pertinent, on s'éloigne et on va vers un comportement de fort désordre. Et ça, c'est ce dont Cécile va parler dans son séminaire. Mais les seuls cas où on arrive à vraiment calculer les exposants de manière perturbative, c'est les cas où, même si c'est instable, on trouve un point fixe à proximité. Voilà. Je vous remercie beaucoup.